Bonjour à tous, petit avant-propos rapide à cette vidéo. Vous allez constater au fil de la vidéo que la batterie de mon micro est en train de mourir, ce qui commence à faire des bruits d'enregistrement bizarres. Et sur la fin, il s'arrête complètement, ce qui fait que ça passe au micro de la caméra. Donc le son est globalement assez dégueulasse sur cette vidéo. Sauf que j'ai absolument pas le temps de refaire le tournage, donc je vais pas pouvoir faire autrement que de laisser ça comme ça. Donc voilà, désolé à tous pour la qualité audio et j'espère que ça vous gâchera pas trop le visionnage. Bonjour à tous et bienvenue sur Penseur Sauvage. Les élections sont terminées dimanche dernier, enfin au moment où je tourne on vote pour le second tour mais concrètement c'est déjà terminé, on l'a tous compris, et vous en connaissez le résultat. On va manger de la France pro-européenne à la louche pendant les 5 ans à venir. Je vais pas commenter le résultat de ces élections parce que pour rien vous cacher, j'en ai plus grand chose à carrer à ce stade. Mais je peux déjà en dire que ça me fait pas plaisir et ce sera une surprise pour personne puisque je cache pas super bien mon opposition à ce projet absurde qu'on appelle l'Union Européenne. J'en ai déjà parlé à l'occasion de quelques vidéos, mais jamais de manière très détaillée, et je me rends compte que beaucoup de gens considèrent comme des évidences les idées selon lesquelles l'UE serait une bonne chose et que vouloir en sortir serait une forme d'extrémisme forcément justifiée par de mauvaises raisons. Souvent j'entends dire que je diabolise l'Europe, que je lui mets tous les torts sur le dos, qu'il suffit de réformer 2-3 trucs pour que ça marche parce que l'idée globale serait super, qu'il faut pas jeter bébé avec l'eau du bain, ou encore que j'adhère à des théories complotistes comme quoi les Illuminati seraient derrière l'Union Européenne avec de mauvaises intentions. Spoiler alert, je considère que c'est pas le cas et que j'ai de très bonnes raisons d'être contre l'UE. Mais comme j'encourage toujours au scepticisme, je vais pas en vouloir à ceux qui partent du principe que je me trompe et leur demander de me croire sur parole. Donc plutôt que de leur reprocher de pas être informés autant que moi sur la question, je me suis dit que ce serait une démarche plus constructive de clarifier ma position et de faire une vidéo sur ce sujet. Pour ça, on va devoir faire un peu d'épistémologie, c'est-à-dire développer les raisons qui m'ont mené à ma position sur l'UE. Parce que comme j'ai souvent répété, les raisons pour lesquelles on croit une chose sont plus importantes que les choses qu'on croit elles-mêmes. Tout simplement parce qu'on peut être dans le juste pour de mauvaises raisons, mais que c'est déjà bien plus difficile d'être dans le tort pour de bonnes raisons. Pour pouvoir justifier d'une conclusion correcte, il faut être capable d'exposer un raisonnement valide, donc d'expliquer pourquoi on pense ce qu'on pense, et s'assurer de la validité logique et factuelle de chacune de ces raisons. Par exemple, si je lâche mon micro, je pense qu'il va tomber vers le bas. Là-dessus, je suis très probablement dans le juste. Seulement, je peux penser qu'il va tomber vers le bas parce que c'est un objet physique qui subit l'effet de la gravité terrestre et présenter plusieurs siècles de constats et d'études en sciences physiques largement reconnus qui théorisent ce phénomène. Mais je peux aussi penser qu'il va tomber au sol parce que des lutins invisibles qui passent leur temps à tout ramener vers le sol vont le pousser vers le bas aussitôt que je le lâche. Et pour le coup, je risque d'avoir un peu plus de mal à présenter des sources sérieuses. Dans ce cas de figure, je suis parvenu à une bonne conclusion pour de mauvaises raisons, et à moins que je parvienne à démontrer solidement qu'il existe bien des lutins invisibles, sans utiliser de sophisme ou d'erreur de raisonnement, on pourra légitimement me reprocher d'être irrationnel, même si à la base j'ai raison d'affirmer que mon micro va tomber si je le lâche. Bon, alors avec un exemple comme ça a l'air simple, mais en réalité, s'assurer du bien fondé de ces assumptions, c'est un exercice bien plus difficile qu'il y paraît. Parce qu'on a tendance naturellement à prendre des raccourcis et présupposer un truc vrai parce qu'on le considère évident sans jamais le questionner. Là encore, si je lâche mon micro, ça paraît évident à tout le monde qu'il va tomber. Pourtant, c'est pas formellement impossible qu'il reste en l'air au lieu de tomber. Ah si, c'est pas formellement impossible. Tout simplement parce que pour prouver que ça l'est, il faudrait avoir expérimenté tous les cas de figure imaginables où un objet physique est soumis à la gravité terrestre et s'assurer qu'il tombe bien à chaque fois. Ça, pour le coup, c'est impossible. On peut pas prouver une négation, on peut juste falsifier une affirmation, c'est-à-dire montrer qu'une affirmation particulière est fausse. Malgré le fait qu'on ne puisse pas être certain qu'un objet va tomber à chaque fois, vous avez aucun doute sur le fait que mon micro va tomber si je le lâche. Mais est-ce que vous avez bien raison de le croire? Eh ben, on n'a qu'à essayer pour le vérifier. Alors en effet, le micro est tombé vers le bas. Par contre, vous avez remarqué que vous m'entendez toujours alors que j'ai plus mon micro. Ce qui veut dire que depuis le début de cette vidéo, vous aviez admis l'idée que c'était le micro que j'avais à la main qui enregistrait ma voix, alors qu'en réalité, elle était ni branchée ni allumée. Le micro que j'utilise, il est juste là. Ici, vous aviez toutes les bonnes raisons de croire que j'enregistrais avec le micro que j'avais en main, et pourtant vous aviez quand même tort. C'est justement pour ça que les raisons pour lesquelles on croit une chose sont plus importantes que les choses qu'on croit. Si je mesure la valeur de vos opinions à vos conclusions, alors je suis obligé de conclure que l'opinion de celui qui croit que le micro va tomber grâce au lutin invisible a plus de valeur que l'opinion de ceux qui ont cru que j'enregistrais avec le micro que j'avais à la main, parce que le premier a vu juste sur le fait que mon micro allait tomber, tandis que vous avez eu tort de conclure que j'enregistrais avec ce micro-là. En revanche, si je mesure la valeur de vos positions aux raisons qui vous y ont mené, là je peux considérer que le raisonnement de celui qui croit au lutin est irrationnel et ne vaut pas grand-chose, tandis que vous avez tout simplement été dupé par des apparences volontairement trompeuses, mais que les raisons qui vous ont mené à votre conclusion étaient tout à fait valides et permettront d'arriver à des conclusions justes dans une très large majorité des cas. Ce qui fait que vous n'avez probablement pas vérifié si j'avais un autre micro, c'est tout simplement que vous n'aviez aucun intérêt à vous en assurer. Vous n'avez aucune raison de douter que j'enregistrais bien avec ce micro-là,
Et quand bien même vous en auriez eu une, le vérifié aurait demandé des trésors d'ingéniosité qui ne valaient tout simplement pas la peine d'être déployés pour trouver la réponse. Votre cerveau a donc pris un raccourci pour conclure que j'utilisais le micro que j'avais à la main parce que c'est ce qu'il fait tout le temps. Il tire des conclusions à partir de données partielles. D'une manière générale, ça fonctionne très bien, mais c'est une faiblesse bien connue qui peut être exploitée pour vous tromper. Parfois de manière bienveillante, par exemple à un spectacle d'un illusionniste qui va justement utiliser ce genre de biais pour vous surprendre, mais parfois aussi de manière plus malveillante, par exemple à un gourou qui chercherait à vous convaincre qu'il a des pouvoirs surnaturels. Alors pourquoi je vous parle de ça? Eh bien tout simplement parce que ce principe-là est très utilisé en neuromarketing, que je pense que c'est un principe qui est employé dans le débat public au sujet de l'Union européenne, et que c'est d'après moi la principale raison pour laquelle autant de monde ne voit pas de problème à être membre de l'Union européenne et considère spontanément que l'idée de vouloir en sortir serait absurde, parce qu'il n'y aurait pas de raison d'en arriver à ça. On nous répète partout depuis des années que c'est un projet de paix, de coopération, de croissance, de démocratie, de petits chatons et de toboggans de sucre d'orge qui se versent dans les rivières en chocolat. Beaucoup tiennent tout de même un discours critique sur l'Europe, c'est vrai. Ou plus exactement, sur cette Europe-là, puisque c'est toujours sous la forme d'une critique de sa forme actuelle et jamais d'idée globale de ce qu'est l'Union européenne. On vous propose presque toujours de la réformer, mais surtout jamais d'en sortir. Quand un discours critique porte sur la nature même de ce projet, comme celui de François Asselineau que vous savez que je soutiens, il n'a aucun accès aux médias, ou quand vraiment c'est inévitable qu'il en ait un, il se voit immédiatement répondre qu'il exagère, que les décisions sont prises en France par nos élus et que l'Union européenne ne fait que normaliser des trucs ou suggérer des solutions. En bref, on lui oppose systématiquement en réponse que ceux qui critiquent l'UE cherchent à faire du populisme en la désignant comme bouc émissaire. Et qu'en vérité, c'est juste qu'ils aiment pas les chatons ou le chocolat. On entend unanimement sur absolument tous les médias influents que l'Union européenne serait un beau projet de coopération politique auquel les États participent de bonne volonté et ce faisant, s'ils ne sont pas d'accord avec une recommandation européenne, nos élus pourraient parfaitement choisir de ne pas les appliquer, ce qui laisse entendre qu'en votant pour quelqu'un proche de nos convictions politiques, on pourra obtenir la politique qu'il nous promet tout en restant dans l'Union européenne. J'ai déjà expliqué dans une vidéo en réponse à Sisyphe en quoi cette idée-là était fausse. Si sur le papier on parle effectivement de recommandations, choix de terme qui n'a d'ailleurs rien d'innocent, et que rien ne semble formellement imposer d'appliquer ces recommandations, en réalité, c'est la Commission européenne seule qui a autorité pour décider de si oui ou non un État membre s'efforce d'appliquer les recommandations ou pas. C'est-à-dire qu'elle peut ne pas agir si on n'applique pas tout de suite une recommandation, puisqu'elles ne sont pas contraignantes, mais elle peut aussi décider qu'après un certain temps, on aurait dû les appliquer, mais qu'on fait visiblement exprès de ne pas le faire et saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour nous sanctionner. C'est arrivé par exemple en 2008 avec la directive sur les OGM que la France n'a pas appliquée assez vite au goût de la Commission, qui a donc saisi la CJUE, qui elle-même a condamné la France à 366 744 € d'amende par jour de retard, soit 10 millions d'euros en tout. Alors effectivement, ces cas-là sont globalement assez rares, mais c'est parce que la France applique globalement assez vite les recommandations de l'UE, et on peut probablement trouver des exemples dans lesquels la France n'a pas été condamnée, ou en tout cas pas encore. Seulement ce que vous ne pourrez pas trouver, c'est un cas de figure où un pays de l'UE aurait pris une décision contraire à ces recommandations sans être sanctionné. Parce que oui, c'est une chose de ne pas être obligé d'appliquer une recommandation immédiatement, mais c'en est une autre de garder sa liberté de choisir une politique contraire. Quand l'Union européenne formule des recommandations, on perd de facto le choix de la direction politique et économique qu'on souhaite prendre sur le sujet. Il ne nous reste plus que le choix d'appliquer rapidement ou non ces propositions, sachant que si on traîne trop, on prend le risque d'être condamné par la CJUE, comme on l'a vu avec les OGM, et si on fait le contraire de la recommandation, on s'assure sans l'ombre d'un doute qu'on sera condamné à une amende. Les élus qui vous promettent une politique contraire à ces recommandations vous mentent, parce qu'ils n'ont en réalité pas le pouvoir d'aller à l'encontre, ils n'ont que le pouvoir de temporiser son application, et même là, c'est la Commission européenne qui est la seule garante de décider s'ils font preuve de bonne volonté, ou si la CJUE doit être saisie. Mais à part ça, c'est pas contraignant du tout, quoi. Vous l'aurez compris, tout ce discours comme quoi l'UE ne ferait qu'adresser des recommandations vise en réalité à donner l'illusion qu'il y a peu d'enjeux liés à notre appartenance à l'UE. Précisément parce qu'aussi longtemps que vous vous dites que de toute façon c'est juste des recommandations, eh bien vous ne vous intéressez pas à ce qu'elles impliquent, puisque pour le vérifier, il faut vous taper des tonnes de textes juridiques hermétiques au commun des mortels, et qu'en l'absence d'enjeu, vous ne voyez forcément pas l'intérêt d'en faire l'effort. De la même manière que si vous aviez eu un doute sur mon micro en début de vidéo, vous n'auriez sûrement pas pris la peine de vous assurer de quel micro j'utilisais ou non, parce que ça vous importait peu de le savoir. Par contre, s'il y avait eu un concours avec une grosse somme d'argent à gagner pour celui qui aurait trouvé, là je peux vous garantir que ça aurait été une autre histoire. Ici, vous avez un exemplaire des traités de Lisbonne comparé à Maastricht, plus de 430 pages de texte juridique imprimés en double colonne. C'est pas vraiment recommandable comme livre de chevet, surtout si vous êtes convaincu qu'il contient que des recommandations. En revanche, si vous êtes conscient du fait que ce texte contient la politique que vous allez obtenir en France, peu importe pour qui vous votez du moment que la France reste dans l'UE, là ça commence à avoir le coup pour les plus motivés d'acquérir des notions de droit et de se pencher dessus pour le vulgariser. Alors vous allez me dire qu'il y a des spécialistes du droit européen.
Oui, sauf que déjà je peux vous assurer qu'ils n'ont pas lu ce pavé intégralement pour autant. Mais surtout quand on étudie le droit européen, on le fait pour travailler dans le cadre de l'UE, pas pour en sortir. Donc c'est évident qu'on vous y présente une interprétation favorable à l'UE. Votre prof de droit européen va pas vous dire que c'est un vrai piège à con ultralibéral et qu'il regrette d'avoir fait carrière là-dessus. Il va plutôt vous dire que c'est une grande idée de coopération parce que lui-même tiendra forcément à s'en convaincre, autrement il aurait déjà démissionné. Il va par exemple insister sur l'importance du rôle des députés européens pour assurer la démocratie au sein de l'UE. Et il va beaucoup moins insister sur le fait qu'en réalité, leur pouvoir est avant tout symbolique. Puisque pour tout ce qui importe vraiment comme décision, c'est la Commission européenne, élue par personne, qui prend les décisions finales. Et les députés ne peuvent jamais s'opposer vraiment à son autorité. Alors petit correctif à l'arrache parce que là je me rends compte que j'ai beaucoup trop résumé le truc. En réalité c'est pas la Commission européenne seule qui a le pouvoir de décision sur certains sujets, c'est plus partagé que ça. Par contre dans les faits le Parlement européen n'a aucun pouvoir véritable. Donc si vous voulez savoir plus de détails là-dessus, je vous invite à voir la vidéo d'Y penser qui en parle très bien et qui démontre très bien à quel point c'est vraiment le bordel. Les conséquences de notre appartenance à l'UE sur la politique de notre pays sont en fait immenses, au point que ça devient en réalité complètement inutile de voter pour des candidats. Puisque du moment où les candidats élus ne proposent pas de sortir de l'UE, on n'obtiendra aucune autre politique que celle qui est impliquée par ces traités, sauf à quelques détails près qui feront jamais la différence sur les grandes stratégies politiques et économiques. Pourtant, dans les médias français, on remarque une sorte de complaisance unanime à mettre la responsabilité des décisions sur le dos des élus et jamais sur notre appartenance à l'UE. Un bon exemple en ce sens, c'est la fameuse loi travail qui est imposée de force malgré une protestation massive, et qu'on nous a présentée dans tous les médias comme la loi El Khomri, ou encore comme l'œuvre zélée de Manuel Valls et son fétichisme du 49.3. Certains vont courageusement jusqu'à mettre en cause Macron, ce qui semble déjà outrageusement téméraire pour les médias qui évitent de trop relier ce genre d'infos qui sont pourtant un peu plus factuelles. Mais la véritable origine de cette réforme, c'est bien notre appartenance à l'Union européenne, pas nos élus français qui ne font qu'appliquer les directives qu'ils en reçoivent. J'invente rien là-dessus, Jean-Claude Juncker l'a confirmé lui-même pas plus tard que le mois dernier. Alors miraculeusement, ça fait l'objet d'un article dans le Figaro, mais juste un article en ligne, ça n'a pas été repris dans les grands médias télévisés à ma connaissance, et ça le sera probablement pas. Comme si l'info était anecdotique alors qu'elle a des implications massives. Elle exigera un débat public sur le fait que notre appartenance à l'UE n'est pas compatible avec l'exercice de la démocratie en France. Mais ce débat n'a jamais lieu. On parle des mouvements de contestation qui mettent en difficulté tel ou tel élu de tel ou tel gouvernement, mais jamais du fait que ce gouvernement se contente en réalité d'appliquer une politique qui est exigée par Bruxelles dans le cadre de notre appartenance à l'UE. Et donc c'est inutile de faire pression sur ces élus puisqu'ils ne peuvent au mieux que temporiser leur application. J'en avais abordé les raisons dans une précédente vidéo, ces médias sont très largement tenus par une petite oligarchie de milliardaires. Oligarchie qui est également à l'origine du projet d'Union européenne, puisqu'elle ne vise ni plus ni moins qu'à institutionnaliser leur propre vision politique. Celle d'une économie mondialisée et libéralisée dans laquelle le coût du travail est soumis à la loi de la concurrence. Non seulement au sein d'un même pays, mais également entre des pays aux économies très différentes. C'est pour ça que depuis quelques décennies, on entend parler de compétitivité à tout bout de champ. Être compétitif en termes de coût du travail, c'est tout simplement revoir à la baisse ses exigences salariales, et dans une économie mondialisée, il faut bien comprendre que ça revient à être compétitif face à des pays où les minima sociaux sont inexistants. Quand on vous parle de compétitivité du travailleur français, on vous propose en réalité de faire un effort pour être à peu près aussi rentable que les travailleurs des pays dans lesquels les entreprises délocalisent. Et je peux vous dire que ça ne se limite pas à travailler le dimanche ou à faire quelques heures sup non rémunérées. Le projet en toile de fond de cette idéologie, c'est tout simplement qu'en mettant les salariés en concurrence entre eux, on en fait des produits de consommation sur le marché du travail. Donc on pousse à une réduction du coût de la main-d'œuvre, donc on permet un plus grand bénéfice pour l'oligarchie, ceux-là même dont Marx aurait dit qu'ils contrôlent les moyens de production. Vous baissez vos tarifs, ils font une bonne affaire en consommant votre force de travail, et réalisent des plus gros bénéfices dont on suppose qu'ils les investiront pour créer de l'emploi plutôt que de les planquer dans des paradis fiscaux. Dans la novlangue moderne, on appelle ça inciter à l'embauche, et on vous explique que c'est indispensable pour redresser l'économie. En économie, par contre, on appelle ça la théorie du ruissellement, et cette théorie est totalement démentie par les faits depuis des décennies déjà. Loin de créer de l'emploi et dynamiser l'économie, cette idéologie creuse massivement les écarts de richesse dans les populations et cause des déficits budgétaires abyssaux pour les États qui l'appliquent. Mais comme elle profite largement aux quelques ultra-riches qui utilisent cette richesse pour influencer les décisions politiques et que ces mêmes ultra-riches possèdent quasiment tous les grands médias, on entend quasiment tous les JT chanter en chœur que c'est là le seul moyen de relancer l'économie pour faire face à la crise. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'un média est possédé par un oligarque qu'il est entièrement aux ordres de l'oligarchie à proprement parler. Une oligarchie, c'est quand même différent d'une dictature. Même si je pense que ce serait un peu naïf de croire que le directeur d'un grand média qui a des intérêts à défendre s'interdise vraiment de donner la moindre consigne éditoriale. C'est pas non plus pour rien que ces milliardaires rachètent des médias qui tournent à perte. Faut bien qu'ils y trouvent un intérêt quelque part. Mais même en l'absence de consignes directes, ça implique au minimum de décider de la stratégie économique des médias.
ça fait tout de même la différence entre un média qui se donne pour vocation de promouvoir une information objective et de qualité, conformément à la charte de Munich, et un média qui se donne pour objectif de vendre du papier ou de faire des clics, quitte à ce que ce soit au détriment de la qualité de l'information. Cette différence a inévitablement une profonde influence sur le comportement d'un journaliste, qui comprendra très bien, relativement à ses objectifs, que pour faire carrière dans son métier, il a intérêt à poser certaines questions plutôt que d'autres, à pointer certaines responsabilités plutôt que d'autres, et à inviter certaines personnes plutôt que d'autres. Bref, à éviter de provoquer certains débats publics dont il sait très bien qu'ils ne seraient pas très bien vus par leur direction et que ça pourrait être pris en compte quand l'occasion d'une promotion se présentera. Un journaliste qui parle de chatons et invite Attali comme expert économique pour traiter de l'euro aura bien plus de portes ouvertes dans sa carrière qu'un journaliste qui parle du fait que la loi travail est une application directe des GOP et invitera Vincent Brousseau comme expert économique. Et je pense pas que Natacha Polony me démentira là-dessus. De fait, la presse la plus influente, celle dont on dit généralement qu'elle est la presse sérieuse, n'est absolument pas objective au sujet de l'Union européenne. Elle minimise immensément les implications politiques de notre appartenance à ces traités, et participe à fourvoyer les électeurs sur la véritable responsabilité des décisions les plus impopulaires de ces dernières décennies, comme la loi travail, la réforme des retraites, le démantèlement des services publics, la précarisation de l'emploi, les délocalisations, etc., etc. Non seulement l'enjeu est bien plus important qu'on ne laisse entendre dans le JT de TF1, mais surtout la critique de lieu y est tout bonnement absente, ou alors systématiquement présentée sous la forme d'un homme de paille, comme une position extrémiste et xénophobe dont le FN est promu comme l'unique porte-parole. Et si jamais tout autre intervenant d'un discours critique l'UE, il se verra invariablement répondre que ce qu'il défend est identique à l'argumentation du FN. Pour le coup, c'est un sophisme bien connu qui s'appelle le déshonneur par association. Et c'est pour le moins inquiétant qu'il semble y avoir une telle unanimité dans le journalisme de grande diffusion à employer ce genre de rhétorique aussitôt qu'une critique de l'Union européenne est formulée. Alors je reviens à ma question de départ. Pourquoi moi, je considère qu'il faut sortir de l'Europe ? La raison principale, c'est que l'idée même d'une construction économique et politique supranationale est absurde. Ce qui ne fonctionne pas avec l'UE, c'est que l'idée même de définir une politique unique à plusieurs pays qui ont des cultures et des économies différentes est une idée dangereuse car elle répond à une logique universaliste. Pour le comprendre, on va distinguer deux notions. L'internationalisme, c'est une démarche qui vise à obtenir une coopération de tous les pays en vue d'objectifs définis. Ça peut consister par exemple à faire respecter au travers du droit international la Déclaration des droits de l'homme, ou encore dans une version plus moderne à définir des objectifs communs à l'humanité, comme la durabilité écologique. Mais ça n'implique pas d'idéologie politique, donc ça permet de respecter la pluralité et la diversité des pays. En bref, dans une logique internationaliste, on laisse chaque pays gérer sa politique comme il l'entend, à la seule condition qu'il respecte certaines conditions prédéfinies, sur lesquelles tout le monde se sera accordé en amont. L'universalisme, en revanche, c'est une démarche qui vise à généraliser une idéologie unique, supposée supérieure à toutes les autres, de sorte à unir tous les pays dans un ensemble homogène. Ça consiste généralement à viser une hégémonie politique mondiale qui voudrait que tous les pays du monde adoptent une politique identique, indifféremment de si cette politique est en accord avec leur culture ou leurs pratiques. S'il y a conflit entre les deux, alors c'est la culture et les pratiques qui doivent changer, car l'idéologie ne saurait être mise en question. En bref, dans une logique universaliste, on aboutit forcément à une politique impérialiste. Il faudrait que le monde entier se convertisse à une idéologie promue comme universellement meilleure, et tout pays ou tout peuple qui ne serait pas d'accord avec aurait tort et devrait se corriger. La différence entre ces deux logiques est en fait exactement la même qu'entre une ambition de laïcité et une ambition de domination religieuse. Dans le cas de la laïcité, on considère que toutes les croyances doivent coexister pacifiquement et qu'aucune ne doit être privilégiée par rapport à une autre. C'est-à-dire qu'aucune institution publique ne doit faire de l'appartenance à telle ou telle religion une condition à quoi que ce soit, ni en faire la promotion. Dans la pratique, ça revient par exemple à s'assurer qu'on ne condamne pas quelqu'un à une peine de prison plus grande juste parce qu'il aurait refusé de demander pardon au dieu du juge. On demande à tous les citoyens de respecter la même loi et aucune différence de traitement ne doit être faite sur l'appartenance ou non-appartenance religieuse d'un individu, ni à sa faveur, ni à sa défaveur. Dans le cas de la religion unique, on considère qu'on détient la seule vraie religion et qu'il faut que la planète entière se convertisse à cette religion pour que la paix soit obtenue, ou à défaut qu'elle s'étende le plus largement possible pour faire le poids face aux autres religions. Dans la pratique, ça implique souvent de recourir à la contrainte, voire à la violence, car ceux qui n'adhéreront pas à la religion seront présumés dans l'erreur, puisque la religion sera tenue pour vraie. Et donc assurer la paix religieuse impliquera de les forcer à corriger leurs torts. C'est exactement à cette seconde logique que répond l'Union européenne. Elle consiste à définir une politique unique, capitaliste et libérale en l'occurrence, soutenue comme la meilleure politique possible, qu'il s'agit dès lors d'imposer au monde entier pour assurer la paix mondiale, ou à défaut de l'étendre suffisamment pour faire le poids face aux autres blocs économiques du monde. C'est pourquoi quand l'Union européenne exige une réforme et qu'un peuple est contre, on s'empresse d'expliquer au peuple qu'il a tort parce que la doctrine ne saurait être questionnée. La réforme, elle, est toujours nécessaire et indispensable. Ceux qui ne l'acceptent pas posent un risque quant au bon fonctionnement des sociétés et doivent être écartés du débat. Souvent, on les accuse de faire le jeu d'une idéologie ennemie.
Par exemple, on dira de quelqu'un qui veut sortir de l'OTAN qu'il est pro-Poutine, parce que c'est bien connu que ce qui n'est pas avec nous est contre nous. Loin d'être une démarche pacifique de coopération et d'entente entre les nations, le projet d'Union européenne est une démarche impérialiste qui implique de soumettre les peuples récalcitrants à des réformes dont ils ne veulent pas, du fait qu'on refusera systématiquement de remettre en cause l'idéologie qui est promue. C'est une logique particulièrement dangereuse, non seulement parce qu'elle implique de s'imposer par la contrainte, à coup de 49.3 par exemple, mais aussi parce que loin de promouvoir la paix, elle ne fait que provoquer en réaction la formation de grands blocs d'opposition. Et donc, loin d'apaiser les tensions à l'échelle mondiale, elle ne fait que les porter à une échelle plus grande. Au lieu d'encourir le risque d'une guerre entre telle et telle nation, on encourt à présent le risque de guerre d'ampleur continentale. On se retrouve dans une configuration orwellienne du monde, avec pour seule différence qu'au lieu d'opposer l'Eurasia, l'Estasia et l'Océania, elle oppose des blocs de civilisation, théorisés par Samuel Huntington, qui sont le bloc islamique, le bloc occidental, le bloc orthodoxe, le bloc chinois, etc., etc. Et cette confrontation de grande échelle pourrait un jour impliquer des conséquences absolument catastrophiques compte tenu de la dangerosité des armements dont on dispose aujourd'hui. Donc non, le projet d'une Union européenne, dans le fondement même de sa démarche, n'est pas un projet pacifique de coopération internationale. Il est tout le contraire, c'est un projet universaliste et donc impérialiste aux implications dangereuses, puisqu'il propose qu'il existerait une vérité politique universellement valide, que le sens de l'histoire conduirait nécessairement réalisé comme un aboutissement inévitable. C'est précisément en vertu de cette logique qu'on nous rabâche continuellement cet argument selon lequel la mondialisation serait un état de fait, qu'elle serait incontournable et qu'il faudrait forcément s'y adapter. Donc toute réforme libérale mondialiste est une réforme nécessaire, inévitable, dont on explique au peuple que s'il ne l'accepte pas comme telle, c'est qu'il n'a pas bien compris à quel point il est absurde de questionner l'idéologie à laquelle elle répond. C'est un sophisme vieux comme le monde qu'on appelle un argument naturaliste, forme de rhétorique qui a d'ailleurs toujours légitimé les discours dominants au cours de l'histoire. Souvent associé à l'idée que telle ou telle organisation sociale reflèterait l'ordre naturel des choses, ou encore qu'elle reflèterait sur Terre l'ordre céleste de telle ou telle religion. Or justement, la société humaine est indéterminée par nature. Il n'existe pas de société ultime, de sens de l'histoire ou d'aboutissement final d'un progrès social. Une bonne société, c'est ni plus ni moins qu'une société qui correspond à ce que veulent les citoyens auxquels elle s'applique. Le simple fait qu'une forme de société s'impose à des citoyens contre leur volonté suffit à réfuter l'idée qu'elle soit une forme de société meilleure que toute autre. Aucune politique sociale ou économique n'est meilleure qu'une autre dans l'absolu. On ne peut que les évaluer relativement à leurs conséquences. Soit elles conviennent au peuple et produisent de bons résultats, auquel cas elles sont bonnes, soit ce n'est pas le cas et elles ne le sont pas. Si je ne veux pas d'Union européenne, c'est parce qu'elle est un projet qui véhicule dans ses fondements les plus profonds une ambition profondément liberticide et antidémocratique, qui comporte un risque conséquent de guerre de grande échelle et de dérive totalitaire, et qui participe d'une manière générale à une mise en compétition de tout le monde contre tout le monde. Jeu auquel c'est évidemment les plus forts, c'est-à-dire les milliardaires oligarques qui promeuvent cette même logique, qui sortiront toujours gagnants. À l'ère de la bombe atomique, un conflit majeur peut en une fraction de seconde dégénérer en annihilation complète de la civilisation humaine. C'est un risque sans précédent dans l'histoire de l'humanité et il nous oblige à penser à notre situation avec toute la maturité nécessaire. Le maintien de la paix n'est pas une option, elle est une condition indispensable à la survie de l'humanité, et avec elle d'une grande partie de la vie terrestre. On ne pourra pas pacifier le monde en mettant en opposition des plus grosses armées, on ne pourra que le pacifier en adoptant une démarche sincèrement honnête de coopération internationale, c'est-à-dire en respectant le droit des autres nations à appliquer chez eux la politique qui leur convient, et en n'exigeant rien d'autre de leur part que le respect d'intérêts communs à l'humanité sur lesquels il serait grand temps qu'on commence par s'accorder. La coopération internationale, c'est pas de se mettre tous d'accord sur la même politique, c'est désigner des objectifs au cas par cas et de réunir autour de chacun de ces objectifs autant de pays que possible pour que chaque accord porte le plus de résultats possible, le plus rapidement possible. C'est très différent que de chercher à engager tout le monde à poursuivre tous les projets en même temps de la même façon, comme entend le faire l'UE en imposant une politique identique à plus de 28 pays. Parce qu'à exiger tout ou rien de tout le monde, on n'obtient systématiquement rien qui n'aille dans l'intérêt commun. Et en attendant, c'est l'écosystème qui paye la facture. Notre contribution à l'UE a des implications très graves sur l'écologie en premier lieu. C'est totalement absurde de soutenir, comme le font certains, il faudrait une Europe plus écologique. C'est exactement aussi con que si je vous disais qu'il faut exiger des salles de torture respectueuses des droits de l'homme. L'Union européenne implique d'adhérer à une logique de compétition mondialisée par l'ouverture des marchés. Ça implique qu'un industriel français a le droit d'ouvrir une usine à l'étranger pour y produire moins cher, souvent au détriment d'une population mal protégée socialement et de normes écologiques, pour ensuite réimporter la production en France par cargo sur des milliers de kilomètres, pour le vendre dans le pouvoir d'achat le plus élevé et faire le plus grand bénéfice possible. Quelle cohérence il y a à affirmer qu'on veut un modèle de production plus responsable humainement et écologiquement, tout en soutenant un projet de libéralisation de marché qui implique qu'on laisse des entreprises exploiter des populations lointaines en polluant allègrement, puis réacheminer la production depuis les antipodes de la planète, pour en plus de ça la vendre à des gens qu'on a mis au chômage en leur expliquant qu'ils coûtaient trop cher et qu'ils devaient faire des efforts pour être plus compétitifs.
C'est pas une question de cette Europe-là qu'il s'agirait de réformer, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de bon projet d'Union européenne possible. L'idée même d'un marché mondialisé qui est central au projet d'Union européenne n'est pas compatible avec l'urgence écologique à laquelle on doit faire face. Je trouve beaucoup plus sensé d'attendre de mon pays qui joue simplement son rôle sur la scène internationale, c'est-à-dire qu'il donne l'exemple en produisant localement, selon des normes écologiques décentes et dans des conditions de travail dignes. Ça n'est possible qu'en sortant de l'Union européenne, puisqu'appartenir à l'UE implique de renoncer à la souveraineté politique qui est indispensable à l'exercice de la démocratie. C'est le seul moyen d'amorcer un processus de coopération internationale et de sortir de ce processus de compétition internationale qu'implique la mondialisation. En tant que Français, j'estime avoir le droit de défendre pour la France une vision de la société qui me convient, de même que tout autre pays a le droit de défendre pour lui une vision de la société qui lui convient. Mais j'ai en revanche pas le droit de décider de la politique qui doit convenir à l'Italie, l'Allemagne, la Grèce ou l'Estonie. Or, tant qu'on est dans l'UE, si je veux une politique différente en France, je suis obligé de l'imposer à 27 autres pays qui ne l'auront pas demandé. C'est exactement ce que proposent des partis qui vous promettent de changer l'Europe et qui, en passant, font semblant d'ignorer que c'est impossible. Ce qui importe aujourd'hui, c'est pas d'avoir un marché unique qui promet continuellement plus de croissance économique à l'avenir et surtout au prix de plus grands sacrifices présents. Ce qui importe, c'est de définir quels objectifs nous avons en commun avec le monde entier et de donner l'exemple pour chacun d'entre eux, de sorte à inciter les autres pays à poursuivre ces objectifs avec nous. Parmi ces objectifs, on peut citer l'accès à la culture, la qualité du niveau de vie, la durabilité écologique, le progrès scientifique, l'accès à la santé, ou encore l'équité de la distribution des richesses au niveau mondial. On pourrait les soutenir par la voie diplomatique en faisant de leur poursuite un critère pour passer des accords commerciaux avec nous, sans rien imposer à personne, et donc en favorisant au maximum les opportunités de coopération. C'est illusoire de courir après une autre Europe, comme si universaliser une idéologie différente pourrait régler un problème qui est propre à l'universalisation idéologique, et comme si c'était seulement possible que l'Union européenne promeuve une idéologie différente. C'est l'idée même d'universaliser une idéologie politique et économique qui est néfaste, parce que les pays sont tous différents et ont chacun besoin d'une politique qui convient à sa culture et à ses pratiques. C'est absurde de prétendre qu'une même politique puisse convenir à tous les pays à la fois. Mais surtout, ce projet d'Union européenne ne peut pas véhiculer autre chose que l'idéologie d'une classe dominante, c'est-à-dire d'une oligarchie. Puisqu'il s'agit ici de 28 pays différents, la seule politique qui puisse être pleinement satisfaisante pour l'un de ces pays serait une politique qui soit définie sur mesure pour le pays concerné. Mais du coup, elle conviendrait forcément pas aux autres pays. Donc il faudrait nécessairement trouver un compromis, et ce compromis implique pour chaque pays de faire des concessions et d'accepter une politique qui lui convient moins bien que celle qu'il aurait pu s'appliquer à lui-même. Et ça implique inévitablement une chose. Aucun des pays concernés n'a d'intérêt politique réel à accepter une telle proposition. Alors comment on est parvenu malgré ça à engager 28 pays dans cet objectif absurde de politique unique? Tout simplement parce que ce ne sont pas les pays membres qui trouvent véritablement un intérêt à cette politique. C'est à l'oligarchie qu'elle profite parce que c'est leurs intérêts qu'elle favorise. Or, cette oligarchie possède les médias les plus influents et contrôle ainsi l'opinion publique. Elle a également des moyens financiers titanesques qui lui permettent de financer du lobbyisme. Il n'y a rien d'autre que du trafic d'influence légalisé, voire carrément de corrompre des élus. En bref, cette oligarchie dispose de tous les moyens pour faire infléchir la décision de nos dirigeants jusqu'à leur faire accepter un tel compromis qui certes ne va pas dans l'intérêt de leur pays, mais va en tout cas dans l'intérêt de leur carrière ou de leur compte en banque. Ces oligarques sont prêts à investir des milliards parce qu'ils en ont les moyens et surtout parce que c'est un investissement qui est rentable. Grâce aux réformes qui sont obtenues par l'Union européenne, ils réalisent des bénéfices records d'année en année. Cette capacité à faire accepter à 28 États différents un compromis qui soit contraire à leurs intérêts individuels est indispensable à la réalisation d'un projet comme l'Union européenne. Or, seule une oligarchie mondialiste aux intérêts convergents peut avoir un intérêt financier à un tel trafic d'influence. Parce que pour elle, 1 milliard investi dans le lobbyisme, ça se convertit en plusieurs milliards récoltés en bénéfices annuels. Tandis que pour un lobby d'intérêt citoyen, qui est d'ailleurs loin d'avoir de telles sommes à disposition, 1 milliard investi, ça se convertirait en quelques tapes amicales dans le dos et la satisfaction personnelle d'avoir agi pour la bonne cause. J'ai beau apprécier les valeurs humanistes et désintéressées, je suis obligé d'admettre que là, il y a une forme de lobbyisme qui fera jamais le poids face à une autre. Et ça veut dire qu'aucun projet d'uniformisation politique internationale tel que l'Union européenne n'est possible sans qu'une oligarchie ne trouve d'intérêt à y investir des sommes aussi colossales. Et ça veut également dire qu'aucune réforme de l'Union européenne qui aille à l'encontre des intérêts de cette oligarchie n'est possible. Tout simplement parce que d'une part, il faudrait que les pays tombent d'accord sur un compromis politique, ce qui est peu probable sans faire de lobbyisme, puisque de base chaque pays a un plus grand intérêt politique à rester indépendant. Mais qu'en plus ce projet, disons, d'une Europe sociale se retrouverait en opposition avec celui de l'oligarchie qui, elle, a les moyens d'investir pour s'assurer que cette réforme n'ait jamais lieu. Tandis que l'élu qui proposerait cette Europe sociale n'aurait ni les moyens de concurrencer ce lobbyisme, ni l'opportunité de le rentabiliser financièrement à son terme.
En bref, le seul moyen d'obtenir un tel compromis entre des pays aux intérêts aussi différents, c'est qu'ils défendent des intérêts qui ne sont pas ceux des peuples ou des pays qui en seront membres, mais tout simplement les intérêts de ceux qui trouveront financièrement leur compte dans un tel compromis et sont donc prêts à investir assez pour obtenir des gouvernements de chaque pays qu'ils adhèrent au projet. L'Union européenne n'est pas un détail sans importance dans la politique française, elle n'est pas un projet pacifiste de coopération internationale, et elle n'est pas une institution pertinente qu'il s'agirait simplement de réformer pour qu'elle défende mieux les intérêts des peuples. Elle est la clé de voûte de la crise démocratique, politique et économique actuelle, elle est incontournable à tout débat politique en France, et il n'existe qu'une seule véritable solution quant au problème qu'elle pose, c'est d'en sortir pacifiquement, mais sans aucune forme de compromission. Alors bien sûr, en politique, il n'y a pas de vérité absolue. Ce que je vous propose là, c'est rien d'autre qu'une lecture de la situation. On pourrait y opposer une autre. Il s'agit de vérifier sincèrement quelle lecture est la plus cohérente avec la réalité de notre situation. C'est donc à vous de vous faire votre propre idée, de vous poser vos propres questions et d'y chercher honnêtement des réponses. Mais personnellement, je considère avoir fait ma part en ce sens, et j'attends encore d'entendre un seul argument vraiment solide qui me démontre que l'Union européenne aurait des avantages qu'on ne pourrait pas obtenir sans elle et qu'elle défend bien les intérêts des peuples plutôt que ceux des lobbyistes. Je pense que si vous êtes véritablement honnête dans votre démarche, que vous laissez de côté tout a priori favorable à l'UE ou défavorable à sa sortie, vous arriverez nécessairement à la même conclusion que moi, parce que j'étais pro-UE moi aussi comme tout le monde, et j'ai cherché tous les moyens d'améliorer les choses sans en sortir. Finalement, j'ai pas eu d'autre choix d'admettre que c'était bien la seule solution. Donc si j'ai raté un truc important, eh ben n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, vous aurez peut-être l'honneur d'être le premier à me proposer l'argument pro-Europe pertinent que je cherche à présent depuis plus de 4 ans. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour le référencement. Si c'est pas le cas, oubliez de laisser des pouces rouges pour le référencement aussi. J'en profite pour remercier à nouveau tous les tipeurs parce que non seulement grâce à vous, je suis dans une situation financière bien moins difficile que ce à quoi je m'attendais pour cet été, mais je voudrais aussi dire un merci tout spécial à mes abonnés Facebook parce que la semaine dernière, j'avais lancé un appel pour m'aider à acheter quelques livres que j'avais pas les moyens d'acheter. Et en quelques jours à peine, vous m'avez permis d'obtenir la totalité des livres dont j'avais besoin pour mon mémoire, y compris les lectures secondaires. Vous pouvez le voir, ça va me faire pas mal de lectures, et encore là, il en manque facilement 4 ou 5 que j'ai pas encore reçus. Et ça, c'est vraiment cool parce que c'est des bouquins qui vont également me servir pour ma thèse, donc sur lesquels je vais devoir revenir pendant des années, et c'est vraiment super que je les ai en version papier plutôt que de galérer à les emprunter à la BU à chaque fois que je dois les consulter. Donc un très gros merci à vous tous parce que franchement, sans ce genre de coup de main, mes études seraient beaucoup moins faciles qu'elles le sont, et ça me motive vraiment à rien lâcher et à aller jusqu'au bout. Là, je passe ma soutenance de mémoire la semaine prochaine, et après ça, je serai enfin en vacances. C'est très probable que j'aurai validé mon année, à moins que je me ramasse complètement sur le mémoire, mais je suis assez confiant là-dessus, et c'est même pas exclu que j'arrive à obtenir une mention si je réussis bien ma soutenance. Je vous tiendrai au courant, pas sur Facebook, parce que je viens à nouveau de me faire clôturer mon compte, mais en tout cas, je suis assez optimiste. Une fois en vacances, je vais avoir un peu plus de temps à consacrer aux vidéos, donc je vais pouvoir enfin reprendre la série sur les animaux. J'ai aussi prévu de passer mon M2 sur 2 ans pour pas me retrouver débordé entre les cours, le mémoire et mes vidéos, donc ça devrait me laisser plus de temps pour m'occuper de la chaîne au cours des années qui vont suivre. Et ça, c'est un truc que j'aurais pas pu faire auparavant parce que ça implique des frais de séjour supplémentaires liés au rattrapage, et j'avais tout simplement pas les moyens pour ça. Mais grâce à vous et à votre soutien sur Tipeee, ça devient envisageable de passer une année sur 2 ans, et honnêtement, ça me soulage de vraiment beaucoup de pression. Donc encore merci à vous tous, parce que vous me permettez à la fois de vivre de ce qui me plaît et de réussir dans mes études, et je suis bien conscient que c'est une chance que tout le monde n'a pas. Là-dessus, je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, à bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez sauvages.